Et ñu lire. Ñele de ku indi poule, ñele. Niele commença par me raconter en quelles circonstances j'avais perdu à Sophora en une seule matinée 40 grands-pères et comment Empathé, qui n'était encore qu'un garçonnet d'une douzaine d'années, en avait miraculeusement réchappé. Déjà orphelin de père et de mère, en cette triste journée, il avait perdu tous ses soutiens naturels. Ses oncles qui lui tenaient liés de parents et tous ses cousins. Après l'exécution, les notables peuls du Fakala avaient été autorisés à inhumer leurs morts. Quand ils procédèrent aux identifications, ils constatèrent que le corps du jeune Empathé ne se trouvait pas parmi les victimes de Sophara. S'étant livrés à des recherches discrètes à travers le pays, ils apprirent que le garçon se trouvait dans le Kunari, où il risquait d'être découvert un jour ou l'autre, car les armées et les gouverneurs de Tidjani étaient partout. Une fois la tourmente un peu apaisée, ils se concertèrent. Il fallait coûte que coûte sauver le jeune Empathé, seul rescapé mâle d'une famille décimée, et trouver un moyen de le soustraire au sort qui le menaçait. L'arbre des Hamsala ne devait point périr. Cheikh Amadou lui-même, le vénéré fondateur de l'empire Paul du Massina, n'avait-il pas dit un jour « Les Hamsala du Fakala sont de l'or humain. Si cela était possible, je les sèmerais comme des plantes afin que l'on en ait toujours parmi nous. » Sur le conseil de deux peuls qui avaient rallié le roi Tidjani à Bandiagara, les notables décidèrent d'aller cacher Empathé dans la capitale même où vivait le roi. On le rechercherait partout, pensait-il, sauf à l'ombre du monarque qui avait condamné toute sa famille. Qui pourrait croire qu'un agneau viendrait se réfugier dans la tanière du lion? Hassan Bokoum, un Djawandou du Fakala, fut chargé de se rendre sur place pour récupérer Empathé et l'amener secrètement à Bandiagara chez un logeur de confiance. Or, lors de son séjour dans le pays, Empathé s'était lié d'une vive amitié avec un garçon peul de son âge, Balawel Diko, un descendant du fameux Geladjo, l'ancien roi Perejo de Kunari. Ce jeune garçon s'était tellement attaché à Empathé qu'il refusa catégoriquement de se séparer de lui, quoi qu'il puisse en résulter. Il demanda l'autorisation à son père de faire partie de l'expédition qui devait emmener Empathé. Nos deux familles étant liées, son père accepta. À Bandiagara vivait alors un vieux boucher nommé Al-Moj. Il appartenait à la classe des Rimaïbé, singulier d'Imajo, c'est-à-dire des captifs de case ou serviteurs liés à la famille de génération en génération. L'idée amoon na sunu famille parce que je me rappelle à Saint-Louis là am na maire bu doon ñëw gàlle dafa woon wax ne ñun moom sunu jaam lañu quoi de famille en famille depuis sunuy maam maire bi Gino la tudd ndeysaan xam naa est-ce que moo ngi dund. En tant qu'ancien d'Imajo des Hamsala, il était tout dévoué à leur famille. Or ce vieux boucher, réfugié à Bandiagara, était si bien entré dans les bonnes grâces du roi Tidjani que celui-ci l'avait affranchi et lui avait confié la charge de fournir en viande tous les tout couleurs. Mon grand-père Paté Poulo, qui était devenu le gestionnaire des troupeaux de Tidjani, avait reçu pour instruction de mettre chaque jour à la disposition d'Al-Modjou autant d'animaux qu'il en fallait pour couvrir les besoins des habitants. Durant tout le règne de Tidjani, en effet, aucun tout couleur,
Aucun Peul rallié, ni aucun membre de l'entourage royal n'eut à payer quoi que ce soit pour sa subsistance. L'État leur fournissait viande et nourriture, et de grands repas gratuits étaient ouverts chaque jour aux pauvres. Les abats des animaux revenaient à Al-Moch, qui tirait un bon profit de leur revente, mais il n'utilisait son argent que pour secourir les déshérités. Sa bonté était si proverbiale qu'elle lui avait valu son surnom d'Al-Moch, mot qui en Peul signifie littéralement Dieu est bon. Jamais homme n'avait mieux mérité son surnom. Sa maison était devenue le refuge de tous les malheureux, orphelins de guerre ou victimes du sort, qui, arrivant à Bandiagara, ne savaient où aller ni comment vivre. Une bonne trentaine de garçonnets et une vingtaine d'adultes sans ressources vivaient ainsi dans sa vaste concession. Le roi Tidjani, qui l'estimait beaucoup, avait déclaré sa demeure inviolable. Quelques courtisans jaloux étaient venus lui dire un jour: Tidjani, ton chef boucher héberge sans contrôle quiconque lui demande l'hospitalité. Tidjani avait répondu: si un homme qui est mon ennemi entre chez Al-Moch, même s'il ne devient pas mon ami, il cesse d'être mon ennemi. Nul n'était donc mieux indiqué qu'Al-Mojo pour accueillir et camoufler chez lui le descendant des Hamsala du Fakala, famille à laquelle il était resté viscéralement attaché. Hassan Bokoum lui confia Hampâté au nom de tout le Fakala, lui recommandant vivement de ne jamais révéler sa véritable identité, car ce serait le plus sûr moyen de l'envoyer au cimetière. Hampâté et son petit camarade Balouel Diko reçurent la même consigne de discrétion et de prudence. Les deux amis s'installèrent donc chez Al-Mojo, qui leur apprit le métier de garçon boucher. Pour des fils de grande famille, un tel métier, un peu méprisé, n'était pas le mieux indiqué, mais Hampâté et Balouel surent surmonter ce préjugé. Par reconnaissance envers leur bienfaiteur, qui courait lui-même de gros risques à les héberger sans avoir déclaré leur présence, ils se mirent ardemment au travail, uniquement désirés d'assister au mieux leur nouveau père, qui n'était plus tout jeune. Hampâté, contrairement à moi, pouvait rester toute la journée sans parler. Bonjour, au revoir, oui, non, ne fais pas cela, pardon, merci, constituait l'essentiel de ses paroles. Sa conduite sérieuse et sa discrétion, de même que le courage et la fidélité de Balouel, touchèrent le vieux boucher. Bientôt, il leur accorda toute sa confiance et s'habitua à se reposer sur eux. Il les appelait affectivement mes amis, mes mains et mes pieds. Un beau jour, il fit de Hampâté son trésorier. Il lui confia les clés de son magasin de vivres et de coris et le chargea d'effectuer en ville pour son compte des paiements et des encaissements. Les années passèrent. Hampâté et Balouel vivaient en paix, dans l'anonymat le plus complet, apparemment oublié du pouvoir royal. Rien ne laissait alors supposer qu'il pourrait un jour en être autrement. Pendant ce temps, Bandiagara n'avait cessé de se développer. Elle était devenue la capitale renommée et florissante du royaume tout couleur du Massina, dirigé de main de maître par Tidjani, fils de Amadou Sédou Tal, que nous appellerons désormais pour simplifier Tidjani Tal. Tandis que la partie ouest de l'ancien empire tout couleur d'El Hadj Omar restait, elle, sous l'autorité du fils aîné d'El Hadj Omar, Ahmadou Sékou, sultan de Ségou et commandeur des croyants. Au fil des années, la colère et le ressentiment de Tidjani Tal contre les responsables de la mort de son oncle El Hadj Omar s'étaient apaisés. De nombreux Peuls du Fakala s'étaient d'ailleurs progressivement ralliés à lui. Un Peul nommé Tcherno Haïmoutou Ba, qui avait été l'ami personnel et le chef d'armée d'El Hadj Omar,
remplissait maintenant les fonctions de généralissime des armées et de chef du conseil des notables. Il s'occupait plus particulièrement des Peuls ralliés qui servaient sous ses ordres dans les troupes de Tidjani. Thierno Haïmoutou Ba, grand protecteur des Peuls réfugiés du Massina et du Fakala, sut jouer auprès du roi un rôle modérateur et sa présence à Bandiagara suscita sans nul doute nombre de ralliements. Alors, nous y sommes filles, mais man, El Hadj Omar disparu dans les falaises de Bandiagara. Fini, d'après qui il a été tué par les Peuls. Hein? Yeah.